Bonjour Jocelyn, Salut Henri. comment vas-tu? Eh ben, ça va super bien, super bien. Très heureux d'être Ni- là. Je te remercie pour Parfait, l'invitation. Je suis très touché. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je suis ravi que tu seras là aussi pour faire une petite introduction du coup par rapport à ce que tu fais avant d'enchaîner sur plein de questions que j'avais préparées. Tu es praticien en énergétique quantique, enthousiaste du développement personnel, thérapeute et journaliste. Tu as été formé auprès de l'école de l'alchimie, l'école de bioénergie quantique, bioénergie au Villeroy, mais aussi l'école internationale d'arts martiaux de Kunyu Shen en Chine et pour finir l'Institut international d'hypnose spirituelle. Tu cites également que tu es avant tout étudiant principalement de l'école de la vie. Donc, on se rejoint aujourd'hui pour parler de développement personnel à la base, mais aussi de tous ces éléments-là et de comment trouver sa voie dans la vie. Et je pense de la loi de l'attraction, même si tu le mentionnes nulle part, mais je le sens dans ce que tu écris, dans ce que tu fais. En tout cas, en premier lieu, bienvenue dans le Phoenix Show. Eh bien, merci beaucoup, le Phoenix Show. Merci beaucoup, Henri, de me Avec donner grand cette plaisir. opportunité de parler. Après cette petite introduction, dis-moi, Jocelyn, comment tu aimes qu'on te présente? Comment tu te présentes aujourd'hui et comment tu aimes qu'on te présente? Avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu fais. Bah, tu sais, c'est une grande question, ça, en fait, hein. Pas forcément Oui, facile d'y répondre. D'autant plus que finalement, cet entretien, il arrive à une période de ma vie où je suis en train de justement ramener les choses à moi, donc laisser parler d'autant plus mon authenticité, ok. que ce soit dans ma vie personnelle, mais également dans mon approche professionnelle. Donc, je suis en train de faire le tri, finalement, enfin, une forme de sélection sur ce qui me porte, en fait, dans cette voie professionnelle. Donc, ça m'amène à, finalement, quelque part, me dissocier un petit peu des outils et les replacer dans leur trousse et les utiliser vraiment comme des outils et laisser plutôt la place à l'humain dans un premier temps, tu vois. Très bien. Ok. Donc, si je devais qualifier qui je suis, comment je me présente, je pense que là, tout de suite, déjà, je me présenterai comme quelqu'un de curieux, parce que je trouve que la vie, elle est pleine de richesses et d'expériences qui peuvent être tout à fait extraordinaires. Et j'en ai vécu des qui, d'ailleurs, étaient extraordinaires. Donc, je pense que Ok. vraiment, je suis curieux. Je dirais que je suis aussi quelqu'un d'intuitif, dans le sens où j'ai je pense pouvoir le poser comme ça, en fait. Je crois que j'ai toujours écouté cette petite voix intérieure qui me disait de suivre telle ou telle voie. Donc, je dirais que j'écoute mon intuition. Je dirais aussi que ça, c'est assez récent, en fait. Mais c'est vrai que comme je suis un curieux, quand on est curieux, il y a toujours des thèmes à explorer. Donc, Hmm. ça me faisait souvent penser à l'idée du chercheur, tu sais. Ok. Et pour moi, un chercheur, c'est finalement, pour être un chercheur, il faut qu'il trouve toujours une quête, tu vois. Et à Ouais. partir il y a quelques temps, là, j'ai décidé d'être davantage un trouveur qu'un chercheur, tu vois. Wow. Ok. C'est profond ça. Ok. Ouais, c'est profond ça, hein, vous avez 4 heures. Mais l'idée, c'est pas parce que je me considère comme étant un trouveur que je ne suis plus curieux ou que je ne Hmm. m'intéresse plus à des choses. Mais en fait, je pars du principe que au fur et à mesure de ces expériences, je me suis davantage trouvé en fait. Donc quand je Ok. m'intéresse à quelque chose, je suis plus en train de vraiment chercher une identité. Je crois que je l'ai trouvé à un fort pourcentage. Après, il y a toujours cette dimension de moi qui est curieux, qui fait que j'aime m'intéresser à différents courants, différentes techniques ou pratiques thérapeutiques, ou alors avoir des conversations avec des personnes qui voient les choses un petit peu différemment de moi, parce que justement, ça vient étayer un petit peu mon propos et mon regard, tu sais. C'est un petit peu comme si je voyais les choses au travers d'un cercle et qu'il y a quelqu'un qui me proposait un regard qui était à l'extérieur de ce cercle. Et donc, le fait de ne pas le renier, de l'accepter, ça me permet finalement d'élargir mon cercle jusqu'à l'espace qui est proposé, tu vois. Donc, ça contribue à mon ouverture d'esprit, en gros. Magnifique. Ok. Tu m'as compris ou je t'ai perdu là?
Non, non, j très bien compris. Et Ok. quand tu dis, «Je me suis trouvé dans cet univers-là», c'est comme ça que enfin, c'était la raison pour laquelle que tu as commencé à t'intéresser à ces univers-là ou c'est plutôt l'inverse? Tu t'es intéressé au développement personnel, à X, à Y et après tu as senti que tu t'es trouvé ou c'était plus le chemin inverse? Non, non, c'est ça, hein. Je pense que je me suis intéressé à tout ça euh, pour me trouver. Enfin, c'est pas forcément évident à dire. C'est-à-dire que, en fait, le développement personnel, c'est quelque chose que je pense que je fais depuis longtemps. Tu OK, vois. Sauf que ça fait pas si longtemps que ça que je pose des mots dessus. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans, finalement. Mais pour moi, le développement personnel, c'est apprendre à se connaître. Tu vois. Et donc, c'est apprendre OK, à voir que peut-être on a des conditionnements, un système de croyances qui impliquent les expériences, qui induisent les expériences qu'on vit. Et donc, avant de poser le mot du développement personnel, vu que j'écoutais mon intuition, eh bien, mon intuition m'a amené à vivre des expériences où je suis sorti de ma zone de confort et où, du coup, ça me permettait de me découvrir sous des aspects que je ne connaissais pas, en fait, tu vois. OK, oui, Je vais oui, prendre un exemple plus concret. vas-y. Euh, un exemple, un grand tournant dans ma vie, je dirais. C'est il y a plusieurs années, donc c'était en 2014, en rentrant d'un voyage en Thaïlande. Sur la fin du voyage, en fait, j'ai fait de la plongée sous-marine. Et la plongée sous-marine en Thaïlande, un mois de mars, sur l'île de Koh Phangan, il y avait personne sur l'île. Il y avait un moniteur de plongée, ce qui fait que quand j'ai voulu plonger, en fait, il y avait un mec qui s'occupait de moi, quoi. Et arrivé sous cette eau, j'ai découvert un univers qui m'a plu, mais énormément. C'était calme, Mmh. l'eau était chaude, les poissons n'avaient pas peur de nous. C'était magnifique. Donc, quand j'ai passé la tête hors de l'eau, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, je lui ai dit, Ouais. écoute, en fait, bah, je vais passer les 3 jours là pour passer mon premier niveau au degré, je sais plus quoi. C'était la fin de mon voyage. Et comme auparavant, j'avais pas mal voyagé, quand je suis rentré, j'ai eu une nouvelle fois ce truc de me dire, mais bon sang, j'ai pas envie de rentrer, tu vois. Ouais. J'étais tellement bien ailleurs, finalement, à expérimenter des choses qui sont différentes de mon quotidien et du coup, à découvrir des facettes de moi qui n'étaient pas sollicitées dans mon quotidien. Donc, c'est l'expérience qui a fait que je me suis dit, bon, ben voilà, je vais valider ce truc, de tenter l'expérience de commencer une vie hors de la France, tu vois, donc hors de ma zone de OK. confort, dans une autre Ouais. culture, une autre langue et tout ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un moniteur de plongée, mais comme je suis fan d'arts martiaux, je suis allé en Chine et je me suis dit que j'allais voilà, me faire entraîner enfin suivre les entraînements d'arts martiaux d'un maître chinois pendant 2 mois, histoire de vivre un rêve de gosse, quoi, en fait, parce que j'aime ça depuis que je suis gamin. Pour moi, si tu veux, il y avait Dieu et en dessous, les maîtres d'arts martiaux chinois, quoi. Dans mon imaginaire, ils sont dotés d'une sagesse, tu sais, ils expliquent la Ouais, vie sans vraiment les donner de gourous. réponse franche, mais toujours avec des métaphores, ce qui fait que Mmh. chacun peut le comprendre en fonction de sa sensibilité. C'est pas vraiment quelque chose d'arrêté, j'aime beaucoup cette approche. Et ben, en fait, ce voyage-là, donc j'ai passé 3 ans en Chine au final. Donc j'ai passé un an dans une école d'arts martiaux où je me suis entraîné tous les jours. On faisait du tai chi, du qigong, de la méditation, on travaillait les arts martiaux OK. externes. Donc c'était quand même assez poussé. Et à la fin de cette année, en fait, j'ai participé à des compétitions. Il y a une compétition où j'ai remporté une médaille de bronze. Donc l'idée, Ah. c'est pas d'en jeter plein la vue, mais c'est juste que le point de départ. Moi, je suis issu d'une famille où vraiment tout ce qui émanait de moi n'était pas considéré, si tu veux, tu vois. Un Mmh. enfant, ça devait être OK. une image sage, finir son assiette, être bon à l'école, et puis bon, voilà. Et plus c'était facile pour les parents, si tu Bien sûr. veux. Donc, ça amène, tu vois, une forme de difficulté à exprimer plein de choses parce qu'elles ont toujours été refoulées. Et donc, le fait de sortir dans la zone de confort, en fait, d'aller en Chine, dans un univers différent, où en quelque part, enfin, c'est comme si tout était possible, en fait. Et du coup, j'ai validé, en vivant des choses différentes dans un contexte différent, euh, que des ressources pouvaient tout à fait émerger, en fait, tu vois.
Ok. C'est comme si dans la zone de Ouais. confort, on a installé une forme d'habitude et que si on n'en sort pas, il n'y a rien de nouveau qui va émerger. Donc le fait d'en sortir, ça fait vraiment que dans nos ressources, il y a des choses nouvelles qui vont venir s'exprimer. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on se découvre, tu vois. Hmm. Donc, et voilà, après, c'est un petit peu la dernière année où je suis resté en Chine, où ces dimensions de développement personnel, l'approche de il y a quelque chose après la mort, toute la notion liée justement à la loi d'attraction qui, Ok. euh, qui m'intéressait énormément, sauf que dans mon entourage direct, il y avait vraiment personne avec qui je pouvais en parler sans passer pour un extraterrestre, quoi. Ok. Et du coup, c'est pour cela que tu dis, je suis ce que je cherche. Quand je me pose la question, je reprends tes mots, hein. Qui suis-je, pardon. Et une première réponse, c'est je suis ce que je cherche. C'est parce que tu es allé à cette recherche que tu trouves que… Ouais. Alors moi, je pense que dans cette phrase, je pense que je ne m'étais pas arrêté là. Je pense que j'avais dit un truc comme je suis ce que je cherche, mais je cherche dans ce qui m'attire, puisque ce qui m'attire dévoile des parties de moi. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Ok. Et ça reprend Ok. vraiment l'exemple que je disais, c'est-à-dire que avec les conditionnements, on pense qu'on est comme ça. Et puis si on sort de notre zone de confort, on s'aperçoit qu'en fait, hors de la zone de confort, il y a des ressources qui émergent. Et en fait, c'est une façon de révéler d'autres parts de soi, tu vois. Ok. Ok. Et pour moi, le fait d'écouter son intuition, c'est un petit peu le fait d'écouter des pulsions, justement, qui nous amènent à sortir de cet espace connu pour rentrer dans un espace inconnu, pour qu'il y ait des nouvelles choses qui émergent, mais ces Se nouvelles laisse. choses, ce Ouais. sont des parts de toi, quoi, tu vois. Ok. Pour moi, ça a Ok. été une belle opportunité de découvrir certaines facettes chez moi, quoi. Très bien. Et tu dis également, je vois le positif dans toute chose. Comment une personne qui passe durant une période difficile de sa vie peut, enfin, je pense, en tant que thérapeute, aujourd'hui, tu vois ça tous les jours. Comment une personne qui passe durant une période qui est assez critique ou assez difficile dans sa vie arrive quand même à trouver le positif? Enfin, c'est quoi ta méthode? Enfin, pas forcément la méthode, mais comment tu peux lui aider, quoi? Alors moi, déjà, je dirais que j'impose pas spécialement mon point de vue à des personnes parce qu'effectivement, Ok, on peut être en train de traverser des phases de vie ou entendre quelqu'un qui te dit mais regardez, il y a du positif, c'est pas forcément entendable. Tu vois, par exemple, une personne qui ok, vient de perdre son enfant, vous pouvez pas lui dire, lui raconter une histoire qu'il y a du positif dans cette histoire-là. Tu vois, donc je veux dire, il y a un moment, il faut respecter les choses et j'impose pas mon point de vue. Mais là, les mots que tu utilises, ce sont vraiment les miens parce qu'au cours de mon parcours, je me suis aperçu qu'il y avait toujours quelque chose de positif dans tout ce qui pouvait arriver. Sauf que ok. ce n'est pas forcément évident lorsque tu es en train de traverser une période de ta vie qui, somme toute, peut-être, on va dire, négative, difficile, d'y voir le positif, tu vois. Par Ok. exemple, moi, j'ai perdu mes parents quand j'étais jeune, tu vois, à 19 ans. Mes deux parents sont décédés en l'espace de même pas 2 ans. Là, quelqu'un Wow. m'aurait dit, Jocelyn, tu sais, il y a du positif dans cette histoire. Je pense que j'aurais eu une grande envie de lui mettre mon poing dans la figure, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mais c'est après coup, en fait, que je m'aperçois que finalement, cette histoire, bah, pour laquelle je trouve que le décès de mes parents a été, enfin, c'est fait de façon dure, et pour moi, il y a une forme d'injustice là-dedans. Mais en quelque part, le moment de ma vie où c'est arrivé m'a fait prendre conscience de plein de choses, en fait, tu vois. Ok. C'est-à-dire que quand mes parents sont décédés, ils n'étaient pas très vieux. Et je me suis dit, bon ben voilà, Jocelyn, si tu fais le bilan de ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont eu des enfants, ils n'ont pas gagné beaucoup, beaucoup d'argent, et puis d'un seul coup, paf, tout s'est éteint. Donc toi, ça peut t'arriver aussi. Donc qu'est-ce que tu choisis de faire en fait? Est-ce que tu choisis de faire des choses qui te plaisent vraiment, ou est-ce que tu Hmm. choisis plus ou moins de rentrer dans un modèle, euh, on va dire, consensuel proposé par la société, quoi. Donc, c'est après coup que je peux me dire que Ok. finalement, cet événement, qui sur le moment a été tragique, hein, tout à fait clairement, Ouais. m'a permis de suivre une voie dans laquelle aujourd'hui,
je suis heureux de m'être engagé, en fait. Parce que plus ça va, plus je m'écoute. Tu vois? Très bien. Ok, ok. J'aime bien ta métaphore où tu parles de prendre ses peurs avec deux chaises, mettre, tu utilises, enfin, je ne me rappelle pas exactement de la métaphore, mais tu utilises une chaise de plus en plus petite pour mettre tes peurs là-dessus et après tu les vois disparaître. Parle-moi de cette technique. Alors ça, c'est quelque chose que je propose effectivement aux personnes qui me consultent. Bon, après, c'est au cas par cas. Hein. Je n'ai pas une recette que Ok, je calque partout. bien Mais sûr. moi, c'est quelque chose qui m'aide, en fait. Tu vois, et ça m'aide encore, hein, parce que je suis un humain traversé par plein d'émotions et des peurs, j'en ai, quoi. Mais il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, en fait, c'est le principe de dissociation. Ok, C'est-à-dire, c'est quelque chose, en fait, que j'ai perçu lorsque je méditais. Parce qu'aujourd'hui, je médite, on va dire, de façon occasionnelle, et puis surtout, je l'aborde différemment. C'est pas forcément une position en lotus, avec un petit encens, une bougie et une petite musique. Ça, c'est ok. vraiment occasionnel. Mais On va dans parler de ça. Ouais. la méditation, en fait, ce que ça m'a permis de voir, ça a été. En fait, j'ai suivi l'état d'esprit de Eckhart Tolle, tu sais, dans Le pouvoir du moment présent, Ok. un livre Je connais pas. Ok. qui m'a beaucoup marqué, et où, en fait, il parle de l'identification à l'ego, au mental. Et en fait, moi, la méditation, ce que ça m'a permis de faire, ça a été de prendre conscience du fait que ce flot de pensée, je ne peux pas l'arrêter. Mais par contre, je peux être l'observateur du flot de pensée. Et à partir de là, il y a une forme de dissociation, tu vois. C'est-à-dire que je vois les pensées qui passent, mais je vois que je peux les observer et en prenant la distance, ne plus être affecté par la dimension émotionnelle, tu vois. Donc, ça m'a permis ce phénomène de dissociation, de me dire, voilà, je suis finalement devant un écran de cinéma, il y a quelqu'un qui projette quelque chose, mais moi, je ne suis pas ce film que je regarde, puisque je suis le point d'observation, tu vois. Ok. Ouais. J'espère que qu'on me comprend. Oh, non, non, c'est très clair. Du coup, une fois que tu es dissocié de ta peur, tu l'as plus. Alors là c'est dans la méditation, le fait de voir que les pensées ne sont pas l'observateur, en fait. Tu vois. Donc, Ok. c'est une façon de mettre les choses à distance. Donc, c'est ce qui m'amène finalement à reprendre la métaphore que tu prenais à l'instant. C'est en fait de me dissocier de certains processus qui se mettent en marche. Notamment, alors pour prendre l'exemple que tu citais, c'est vrai que j'aime bien me dissocier de la peur. Ça ne veut pas dire que en m'en dissociant, je vais instantanément ne plus avoir peur, mais ça veut dire que déjà, en fait, ça va plus être elle qui me contrôle. Moi, je vais avoir mon mot à dire, si tu veux. Hmm. Ok. Donc, je vais dire, bon, voilà, et effectivement, faire une interview avec Henri sur le Phoenix Show, vu que je ne suis pas forcément très à l'aise dans ces exercices parce que là, c'est la première fois, j'ai des peurs. Hmm. Mais tu vois, plutôt que de la rejeter, de chercher à ne pas la voir ou au contraire qu'elle me mange, je me dis, ben, tu es là, il y a une raison pour laquelle tu es là, vu que je rentre dans un espace inconnu. Ok. Donc, toi, tu interviens grosso modo pour ma sécurité. Donc, je vais te laisser une place et je vais te mettre sur cette chaise, tu vois. Et par contre, on va dire que le pôle qui peut venir contrebalancer la peur, ça va être la notion de confiance ou de foi en la vie, comme quoi cette expérience-là n'est pas pour me nuire, mais au contraire pour m'élever. Donc, je place la peur ici et la confiance ici. Et moi, je me retrouve au milieu et je dis à la peur, ben, regarde ce que je vais faire avec la confiance pour traverser cette Ouais. expérience que la vie me propose, tu vois. Et c'est vrai que c'est un exercice que j'aime bien faire, qu'on peut faire tous les jours, et toujours en regardant la peur et la confiance en soi, mais c'est réduire la taille de la chaise sur laquelle on va asseoir la peur, tu vois. Ok. C'est une façon pour moi de visualiser le fait que ben, de jour en jour, elle prend de moins en moins de place, mais qu'elle a toujours le droit d'être là. Donc, je lui Ok. donne une chaise de plus en plus petite, vu qu'elle a un gabarit de plus en plus petit. Et par contre, la confiance en soi, ben, je lui donne une chaise de plus en plus grande, jusqu'à un fauteuil, voire un canapé. Ok. Ça, c'est ma Et façon. comment tu couplais ça avec la méditation en fait? Parce que pour moi, la méditation, d'après ce que je connais,
d'après ce que j'ai pratiqué pour un petit moment, c'était plus se concentrer sur autre chose qu'avoir autant d'imagination dans ce que je méditais, quoi. Mais après, il y a des techniques, il y a plein de choses, mais moi, je suis loin d'être un expert dans la méditation, quoi. Ouais. Bah, moi, je ne suis pas non plus un expert, hein. J'y vais à ma façon, je dirais. Mais après, cet exercice-là de séparer la peur et la confiance sur des chaises, c'est issu du phénomène de dissociation. Moi, quand je médite, en fait, il y a plein de façons de méditer. J'essaie de me concentrer sur ma respiration, le mouvement de la cage Ouais. thoracique, l'air Ok. chaud et froid qui rentre quand j'inspire et j'expire. Et puis voilà, après, il y a d'autres exercices où des fois je me concentre sur certains points du corps. Mais en aucun cas, je rentre en méditation en me disant il faut absolument que je pense à rien. Tu vois, parce que sinon, Ok. tu es vraiment dans le mental qui est en train de vouloir contrôler une situation. Et je dirais que justement, la méditation, c'est une façon d'essayer de lâcher le contrôle. Il y a des pensées, mais il y a les pensées. Tu vois, Ok. j'ai été concentré sur ma respiration et puis maintenant, j'y suis plus. Bah, je reviens sur ma respiration. C'est juste une façon d'observer en fait la façon dont il peut y avoir des va-et-vient, parce que le mental reprend le contrôle et qu'on n'est plus vraiment dans cet espace qui observe. Mais voilà, c'est pour moi une façon de vraiment de voir ce mécanisme. Ok. C'est quoi pour toi la méditation, du coup? Parce que peut-être qu'on n'a pas la même définition ou on n'a pas la même vision. Ben, je pense que la méditation, il y a peut-être plusieurs façons de le voir, mais moi je dirais que la méditation, pour moi, c'est un acte de présence. Ok. C'est un acte de Très intéressant. présence et c'est un acte d'attention, donc un petit peu de vigilance, quoi. Tu vois, quand tu médites, tu poses la convention que tu vas passer 5 minutes, par exemple, et c'est déjà pas mal, 5 minutes, Ok. à, à être conscient de ta respiration et à laisser le flot des pensées. Eh bien, ça va forcément induire chez toi, euh, ça va solliciter ta capacité de vigilance et ta présence à te maintenir ta concentration ou ton attention sur la respiration. Si tu n'es pas Ok. vigilant, il y a un moment, tu ne vas pas voir que finalement, tu as suivi le flot des pensées et que tu es en train de te dire, bon, ben, dans 5 minutes, une fois que j'aurai fini la méditation, il faudra que je fasse ça. Puis peut-être que Oui. j'aurais dû, tu vois. Si tu es C'est ce qui vraiment... arrive, c'est ce qui m'arrive souvent. Ouais. Ouais, mais je pense que ça arrive à tout le monde et c'est normal. Et c'est là qu'on s'entraîne vraiment à méditer, où on aiguise notre attention parce que on est sur la respiration, puis après on est dans les pensées, et puis c'est le fait de voir qu'on est dans les pensées, qu'on n'est plus dans la respiration, qui fait qu'on ramène notre attention. Et il est là cet état de vigilance en fait. Ok. Il voit quand tu es dans ta respiration, quand tu es dans les pensées, et du coup, si tu es dans les pensées, il te ramène dans la vigilance. C'est cet œil-là qui est l'œil de la conscience, quoi, qui est dans l'observation de tous les mécanismes du mental. Moi, je Et- dirais que c'est ça, en fait, la méditation, c'est un état de présence, de vigilance, d'attention. ok. Et tu as dit que tu médites plus tous les jours. Tu médites quand? Enfin, c'est quoi? Tu cherches un état d'esprit? Tu médites quand et pourquoi? Alors, bah, ça m'arrive de méditer de temps en temps, mais c'est vrai que je le fais plus assidûment comme je le faisais à une époque, parce Ok. que je pars du principe que, en fait, bah, je reprends ce que je disais juste à l'instant, ce phénomène de vigilance sur les mécanismes, en fait, je me dis que c'est bien que je cherche à l'avoir le plus souvent possible. Parce que quand je Ok. méditais, en fait, c'est comme si je me disais, bon, et voilà, pendant 5 minutes, 10 minutes ou une demi-heure ou une heure, j'essaie d'être dans l'attention bienveillante sur mes mécanismes, donc dans la présence, dans la vigilance. Et puis après la méditation, Très bien. tu te dis, bon, ben, c'est bon, j'ai fait mon heure de méditation, on peut passer à autre chose, tu vois. Donc en fait, Mhm. c'est un peu une façon de marier les deux et de me dire que la Ok. méditation, ça peut être tout le temps et que de toute façon, ces mécanismes-là, ils sont tout le temps là. Donc c'est une façon de... Alors je ne dis pas que je suis tout le temps en méditation, absolument pas, mais en fait, je sais que tout à fait régulièrement, en fait, j'essaie vraiment de ramener mon attention dans le corps, finalement. Tu commences à avoir le réflexe dans ta vie quotidienne, en fait, de ramener ton attention à la chose qui t'intéresse à Absolument. ce moment. Ok. Absolument. Alors, je ne l'ai pas à chaque instant, mais ça Bien se, sûr. ça se manifeste plusieurs fois dans la journée, hein. Tu penses que c'est nécessaire pour les gens de méditer aujourd'hui, avec un monde qui est très connecté, où on a plein de choses qui viennent de tous les côtés et notre attention, elle est de 2 secondes, quoi. Ouais.
Ben, moi, je pense qu'effectivement, c'est bien, ce serait une bonne chose de méditer, mais il faudrait, il faut expliquer ce qu'on met derrière le mot méditation, parce que sinon, Ok, si on s'assoit et si on ne donne pas du sens à la démarche, en fait, la démarche en elle-même, elle ne va pas forcément porter ses fruits. Après, je pense aussi que pour nous, les Occidentaux, qui sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête, c'est un exercice qui vraiment est tellement pas évident que ça peut décourager beaucoup, beaucoup de personnes, tu vois, de le faire. Parce que c'est ok, clair que c'est une minute en se disant je vais pas penser, bah, ça marche 5 secondes le truc, tu vois. Mais donc méditer, oui, c'est bien. Après, est-ce que ça concerne vraiment tous les Occidentaux? Je ne sais pas trop. Je pense que, en tout cas, quelque chose qui fait vraiment du bien, ce serait toutes les techniques qui permettent de ramener au corps, tu vois. Donc de ok. la sophrologie, par exemple, ou alors du yoga. Euh, Ça, je pense que ce sont de bonnes portes d'entrée, en fait, pour reprendre conscience de à quel point on respire mal, Ok. à quel Ouais. point, effectivement, il y a plein, plein, plein de pensées qui sont parasites et que dans tout cette espèce de bordel cognitif, en fait, il y a beaucoup de ces pensées-là qui ne sont pas vraiment, on va dire, euh, Positif. ouais, positives ou très utiles Ok. dans la journée. Et puis ensuite, bah, se rebalader dans la nature, réapprendre un petit peu à, à regarder la nature, regarder des oiseaux, réapprécier les parfums des arbres quand on passe en dessous, tu vois. Hmm, ok. Euh, Apprécier les petites choses, en fait. Apprécier les petites choses, ouais, aussi peut-être ne pas oublier de s'inspirer un petit peu des enfants des enseignants, des maîtres, tu vois, parce que Ouais. ils se prennent pas la tête sur plein de plans. Quand ils n'arrivent pas à faire un truc, ils réessayent, ils réessayent, ils réessayent. Ils passent d'une émotion à l'autre sans les cristalliser. Voilà, je pense Ouais. qu'il y a vraiment plein de sources disponibles au quotidien pour nous faire prendre conscience de certains mécanismes. La méditation, je pense que c'est bien, on peut en revenir. Après, je ne sais pas si ça correspond vraiment à tout le monde. Mais le Ok. yoga, la sophrologie, ça, je trouve que c'est une porte ouverte vraiment très intéressante Ok. parce que ça fait du bien au corps, ça nous permet de le ressentir, reprendre Ouais. conscience des limites de notre corps, de notre territoire, de re-respirer. Et puis petit à petit, ça peut vraiment être une porte qui permet d'accéder à un univers où petit à petit, on prend de plus en plus conscience de tous ces rouages mentaux dont peut-être Ok. on ne s'aperçoit pas forcément. Et quand tu dis on respire mal, c'est comment on respire mieux? Alors ouais, on respire mal parce que on respire beaucoup avec la cage thoracique, si tu veux. Ok. La cage thoracique, c'est vraiment l'espace qui va maintenir un état de stress, tu vois. Tu sais, quand tu es Ok. stressé, souvent tu es Tu respires en haut. Ouais. voilà, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, c'est la respiration du mode panique. Alors que quand on fait du yoga, de la sophrologie ou même de la méditation, souvent on préconise pour accéder plus facilement à un état de relaxation, de respirer de façon abdominale. Hmm, On respire de façon abdominale, donc déjà ça refait travailler le diaphragme, cette membrane-là qui va permettre euh, de, on va dire, de venir contracter les viscères et ok. donc activer le péristaltisme des organes. Ça Donc, ça marche. Ouais. redonne de la vie. Parce que là, finalement, dans l'abdomen, on sait par la médecine traditionnelle chinoise que c'est notre deuxième cerveau. Il y a, je ne sais pas, mais des millions, voire des milliards de neurones qui sont fabriqués dans cet espace-là. Donc, on a tendance à mal se Ok. nourrir. Mais si en plus de ça, on respire mal, tu vois, c'est vraiment un pôle à considérer. Donc, Ok. par la cage thoracique, on entretient le stress et on n'aide pas vraiment notre appareil digestif à, à bien digérer les aliments et Ouais. à ce que ça fasse, on va dire, à ce que ça relâche le système nerveux, quoi. Et donc le Ok. flux des pensées et la Ouais. fréquence du cerveau. Très bien. Et tu parles, enfin, juste pour finir sur ce sujet de méditation, tu parles aussi de la prière sur ton Instagram. Ouais. Euh, c'est quoi la relation entre les deux? Est-ce que, enfin, certaines personnes disent que la méditation, c'est une sorte de prière, d'autres, ils disent non, absolument pas.
Quel est ton point de vue là-dessus et c'est quoi la différence entre les deux? Euh, alors moi, mon point de vue, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. Hein. La méditation, je le vois parce que j'aime bien l'idée de me dissocier de tous ces rouages mentaux. Ce qui fait qu'il y Oui, a un moment, je suis plus pris par eux vu que je peux les observer. Ça, pour moi, c'est ça la ok, méditation. La très bien. prière, pour moi, c'est quelque chose qui est plus lié donc, dans mon cas, hein, c'est hyper personnel. Hein. Mais Bien pour moi, la sûr. prière, c'est une façon de m'adresser à l'univers ou à la vie. Enfin, on met les mots qu'on veut. Moi, j'aime bien dire la vie, parce que l'univers, ça fait très euh, New Age, quoi. Mais j'aime bien Ok, dire que la vie, c'est une forme d'intelligence à laquelle je peux m'adresser. Et la prière, c'est une façon de remercier la vie, donc de travailler, d'être dans la gratitude et de dire, ok, voilà, aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai une famille qui m'aime, j'ai des amis avec qui je m'entends bien, je suis dans sur un chemin d'évolution professionnelle et personnelle dans lequel je, je me réjouis, en fait, tu vois. Donc, j'ai ok, envie de dire merci à la vie pour tout ça. Et puis, c'est aussi ok, une façon de venir enrichir ma foi en la vie, tu vois, et en même temps, ma capacité à interagir avec elle. C'est-à-dire, quand je prie pour que ok, quelque chose se manifeste dans ma vie, je le remercie pour tout ce que j'ai déjà, et je demande vraiment à la vie comme si c'était une alliée, en fait, tu vois. ok. Que je, Sans que tu crois vraiment dans une force, que ce soit Dieu ou autre, en fait. c'est-à-dire qu'utiliser des mots comme Dieu, le truc, c'est que c'est vachement connoté. Donc, pour moi, C'est-à-dire? Dieu, pour certains, c'est un grand barbu dans les nuages qui va décider de ton sort, quoi, tu vois. Ok. Dieu, pour d'autres personnes, c'est Ouais. celui qui a donné 10 commandements, tu vois, et si tu ne respectes pas ces 10 commandements, gare à tes Ok. fesses. Tu Ouais. vois, donc pour moi, si on met Dieu, il y a une dimension où la religion est rattachée, et la religion, c'est quand même très enfermant dans des dogmes. Et Ok. moi, je suis pas trop fan Ça de ça. m'intéresse de voir ton point de vue là-dessus. Ok. 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 Ouais, voilà, du coup, je préfère utiliser la vie, mais pour moi, la vie, Dieu, l'univers, c'est un petit peu kiff-kiff, mais je préfère la vie. Et j'aime bien la Ok. considérer comme une forme d'intelligence, parce que pour moi, c'est une intelligence, en fait. Ok. Il y a une réelle interaction entre la vie et moi, étant donné que c'est... Ouais, ça peut aller loin, hein, ce genre de discussion, mais Ouais. pour reprendre la notion de la foi, pour moi, c'est vraiment une façon de me dire, voilà, je suis en interaction avec la vie, donc je vais la remercier pour tout ce qu'elle m'a donné, et puis sincèrement en plus. Et puis, Ok. voilà, lui demander que moi, je vais mettre ça en place et que je souhaite qu'elle m'aide à ce que ce soit concrétisé, matérialisé, quoi. Ok. Ok. Je pars du principe qu'on est Euh, vraiment entouré par par des énergies ou des formes d'intelligence. Donc, si ce sont des formes d'intelligence, on est en capacité de communiquer avec elles, tu vois. Et si on peut communiquer avec elles, dans ce cas-là, pourquoi s'en priver? Et la vie, pour hmm. moi, s'il y a quelque chose qui est intelligent, c'est bien la vie. Regarde-toi, Ok. regarde-moi, regarde le monde, tu Ouais. vois. Sans doute. C'est mon point de vue. Magnifique. Non, non, mais l'objectif, c'est pas que tu me convaincs avec ton point de vue, Bon. c'est de le comprendre. Donc, Ouais, ouais, tu l'as compris? je te remercie. Oui, 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 c'est très clair. Et je pense que ta notion de se concentrer sur la vie, peu importe ce qui est derrière, que ce soit, chacun a le droit à croire dans un Dieu qui est représenté d'une façon pour lui, peu importe en fait, mais ça représente la même chose au final, quoi. Donc c'est très intéressant. Tu parles de bioénergie quantique. Excuse-moi. Tu parles de bioénergie quantique. C'est un terme que je connais pas du tout. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler? C'est quoi? Comment on peut l'utiliser, etc. Alors, la bioénergie quantique, c'est justement un des outils que j'utilise. La bioénergie quantique, qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire simple, on va dire que c'est l'association de deux outils qui sont la bioénergie et la kinésiologie. D'accord? La kinésiologie, c'est euh, une pratique thérapeutique qui existe depuis, on va dire, les années 60, qui a été développée par un chiropracteur. Et en fait, dans l'essence, c'est l'utilisation du test musculaire. Donc, c'est
une technique, on va dire, psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va en quelque part interroger le corps pour qu'il nous indique là où il y a des choses qu'il ne sait pas gérer. Tu vois, donc des contextes de vie et tout ça. Et ça nous amène à travailler sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, sur le plan aussi mental, à revoir des croyances. Donc il y a ce pôle-là dans la bioénergie quantique, et puis il y a aussi le pôle de la bioénergie. Donc je me suis formé auprès de 2 écoles en bioénergie, parce que j'aime bien en fait avoir plusieurs points de vue, tu sais, comme Ok, je disais ouais. tout à l'heure, histoire de voir les choses le plus largement possible. Et la bioénergie, si la kinésiologie, c'est quelque chose qui va regarder d'assez près, la bioénergie, c'est quelque chose qui va regarder, considérer l'individu de façon plus large. Et on va dire qu'en bioénergie, on va regarder ce qui se dit dans l'énergie de la personne en termes de blessures d'âme, Ok, c'est-à-dire en fait les choses qui vont avoir marqué l'expérience de vie de la personne. On va également considérer ce qui s'est passé dans la période intra-utérine, au moment de l'accouchement, au moment de la conception, ou même plusieurs mois avant. On va aussi considérer l'arbre généalogique, donc ce qui s'est passé du côté des ancêtres de papa et de maman. Et on considère aussi un pôle qui n'est pas toujours considéré dans toutes les pratiques, mais là, oui, on considère aussi les vies antérieures. ouais. Et donc, je dirais que ce sont les pôles principaux. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais pour faire simple, on va dire que ce sont quand même les pôles principaux. Donc, en bioénergie, on va regarder par rapport à l'histoire de la personne, par rapport à la difficulté que la personne est en train de traverser, où est-ce que, en fait, le problème s'est posé pour la première fois. Parce que souvent, lorsqu'on a une difficulté à l'âge adulte, c'est pas la première fois qu'on a cette difficulté-là. C'est-à-dire que la pièce de théâtre peut être différente, mais ce qui se joue en dessous, ça va être la même chose, tu vois, comme par exemple des blessures d'abandon, des blessures de rejet, ou voilà, comment dire, des difficultés à s'exprimer, à prendre son pouvoir, des difficultés à à faire le choix de la liberté, enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Ok. En fonction de ce que la personne vient déposer dans la séance, on va regarder dans son histoire où est-ce que ça a pointé le bout de son nez. On va essayer de reculer le plus loin dans son histoire. Et à chaque moment où, dans l'énergie, on peut lire qu'à ce moment-là, ça a réveillé un état de stress lié à ce contexte-là ou à ce motif, eh bien, on va appliquer la correction qu'on nous a appris. Et c'est là que je peux poser le mot quantique, puisque c'est comme ça que ça m'a été Ah, enseigné. ok. Mais quand on fait une séance en bioénergie quantique, on peut le faire à distance, on peut le faire aussi en cabinet. Et les corrections, elles s'appliquent avec le double quantique. Donc le double quantique, on peut le voir de plein de manières. Moi, j'ai une façon très personnelle de visualiser, ça peut peut-être faire rire Ok. pas mal de personnes. Il y en a qui considèrent que ce soit le soi supérieur, tu vois, auprès duquel on vient dire, ben voilà, ici, il y a besoin de quelque chose, on vient l'apporter. Mais pour quelque chose de plus imagé, moi qui aime bien, euh, comment ça s'appelle, Iron Man, Oui. c'est ça, Ok. Iron Man, quand il part en mission, Ouais. et que, je ne sais pas, un de ses poings est détérioré ou un de ses pieds, en fait, lui qui est multimilliardaire, il a toujours une combinaison à la maison qui est prête, tu vois, donc il suffit qu'il l'appelle, et puis le point, il arrive, un point de rechange. Ben, le double Ok. quantique, pour moi, c'est un peu ça, en fait. C'est quand on va déceler que chez la personne, il y a une mémoire qui s'est réveillée à ce moment-là, ou qu'ici, il y aurait besoin d'apporter de l'énergie ou de travailler sur ce plan de l'émotionnel. En fait, c'est pas moi qui vais lui apporter de l'énergie à la personne. C'est moi qui vais être une forme d'intercesseur, tu vois, et qui vais faire le lien dans la demande entre la personne et justement cette espèce de double énergétique auprès duquel elle peut venir puiser ce dont elle a besoin là tout de suite. Ok. Et du coup, il y a des problèmes que tu hérites, des problèmes même mentaux, voire d'après ce que tu me dis, parce que tu reviens même pour les ancêtres, etc. Il y a Ouais. des problèmes que tu peux hériter de quelqu'un d'autre?
Ah bah oui, 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 absolument. Oui, oui, il y a des choses dont on peut tout à fait hériter de notre arbre généalogique. Tu vois, bon, moi, je reçois quand même On pas parle pas mal de de problème physique, on parle vraiment de problème enfin, sentimental, quoi. ouais, sentimental, énergétique, émotionnel. Ouais, Ça peut venir de la généalogie, mais ça peut aussi se retranscrire dans le physique, tu vois, dans cette génération-là. Par exemple, il peut y avoir une personne qui vient à mon cabinet qui a une difficulté physique. Et en fait, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui viennent en me disant, j'ai l'impression que ce truc-là, ça ne m'appartient pas. Et c'est quelque chose, en fait, qui se dit dans cette génération-là, chez cette mmh, personne-là, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue OK, émotionnel. Peut-être des fois que ça s'est inscrit dans le physique, et qui appartient à la lignée. En fait, c'était déjà présent chez la mère, c'était déjà présent chez la grand-mère. Et en fait, c'est quelque chose qui se transmet, si tu veux, dans dans la famille. l'ADN, ou OK, parfois même parce qu'il peut y avoir l'expression de choses qui n'ont pas été, on va dire, verbalement exprimées, mais qui, dans l'énergie, se disent, en fait, qui se transmet vraiment dans l'ADN et qui peut, à un moment donné, dans l'arbre généalogique, en fait, ressortir sur le plan physique. Ça s'est tu tellement longtemps qu'il y a un moment, il y a quelqu'un dans la généalogie qui va être là, grosso modo, pour permettre finalement que ce soit libéré, en quelque part. Tu vois. OK, Donc oui, il y a plein de choses qui se transmettent. Quand ça vient de la génération au-dessus, ou que ça a sauté une génération, on va dire que c'est une mémoire qui appartenait au père ou à la mère, ou alors une mémoire qui appartenait à un grand-père ou à une grand-mère. Et quand ça concernait tous les hommes de la lignée, ou alors toutes les femmes, on appelle ça une loi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça s'est tellement inscrit au fur et à mesure des générations que c'est presque devenu une OK, forme de code, de norme, tu vois. OK. Et comment Quelque une chose. personne qui a cette impression, enfin qui a un problème qui est plus ou moins relié à ça, il peut, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi? Si je sens que j'ai hérité, un sentiment de peur, des choses comme ça de mes parents et cetera, sans forcément venir, parler avec quelqu'un comme toi et avoir l'expertise que tu as. Est-ce que, chaque personne d'entre nous y est capable de faire quelque chose? Moi, je pense que oui. Je OK. pense que oui, mais là, donner une recette qui pourrait correspondre à tout le monde, ça, c'est pas trop possible. Par contre, OK, ce que je considère, ouais, parce qu'il y a des sensibilités différentes et bien sûr. tout ça, il y a des systèmes de croyances qui sont différents. Donc là, ce que je vais suggérer, il y a des gens qui vont dire, puis il y en a d'autres qui vont dire, bah ouais, tiens, c'est peut-être pas bête, je vais essayer. OK, Moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on voit un mécanisme, où on voit des peurs, où on voit quelque chose, déjà, c'est plus inconscient, c'est conscient. Donc, à partir du moment où c'est conscient, là, effectivement, on peut être acteur pour le fait de changer le truc, tu vois. C'est juste que ça va OK, demander une forme d'implication. Donc, ça va demander, à mon avis, un changement d'habitude, c'est-à-dire, en fait, quotidiennement, s'octroyer à la fois un espace et du temps pour travailler sur ce pôle-là, tu vois, par exemple. Si j'ai l'impression que, si par exemple, je sais que mon grand-père, il avait fait faillite, que mon père, en fait, les entreprises qu'il a montées n'ont pas marché, ça peut être bien d'aller voir quelqu'un qui éventuellement pourrait faire un gris-gris dessus ou une technique, tu sais, pour peut-être, on va dire, amenuiser cette mémoire. Mais si moi, consciemment, je sais qu'il s'est passé ça dans ma généalogie, ce que je peux faire, c'est conscientiser toutes les peurs qu'il y a et puis faire un travail pour, on va dire, comment dire, faire émerger l'énergie qui va contrebalancer ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai peur que mon entreprise, elle foire parce que celle de mon père, elle a foiré. Eh ben, je peux écrire sur la même feuille et me dire que non, finalement, je ne vais pas faire la même chose que mon père et que je sens que j'ai la possibilité de le faire. Et donc, je vais m'engager à le faire, peut-être en étant vigilant sur les points qui ont flanché du côté de mon père. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on a conscience du fait qu'on a des croyances qui peuvent nous limiter dans la réalisation d'un projet, on peut toujours les poser sur un papier, se demander pourquoi on le croit, quelle est la véracité de ces propos-là,
Et souvent, arrivé en bas de la feuille, on s'aperçoit que cette peur-là, elle ne nous appartient pas et qu'éventuellement, elle est plus nocive qu'autre chose. Donc, on reprend une feuille et puis là, on vient étayer, en fait, on va dire, la polarité opposée, quoi. C'est-à-dire, j'avais peur de ça, je m'aperçois qu'en fait, ça ne m'appartient pas et ça n'a pas de véracité, vu que je ne suis pas passé par l'expérience. Mais vu que je vais m'engager dans le processus, il y a hors de question que je fasse avec ce truc-là. Je vais prendre une feuille sur laquelle je vais poser toutes mes ressources, tous mes potentiels, toutes mes qualités, toutes mes valeurs, et tout ce qui va être vraiment porteur pour que je puisse concrétiser ce projet-là, quoi. À partir du moment où j'en ai conscience, je peux agir dessus, et ça, c'est vraiment quelque chose que chacun peut faire. Mais personnellement. il faut le faire un petit peu tous les jours, se prévoir 5-10 minutes pour le faire, s'y cantonner, quoi. Et puis surtout, ouais, il y a vraiment besoin de passer à l'action. C'est quoi le chamanisme alors? Ouais. Le chamanisme. Déjà, le mot, il était très bizarre pour moi. Donc, j'ai jamais entendu parler du chamanisme. Okay. Alors, waouh, c'est une sacrée mission. Alors, bon, le chamanisme. Bon, déjà, il y a plusieurs formes de chamanisme. Certainement même que toutes les cultures ont leur forme de chamanisme. Tu vois, il y a le chamanisme. Okay. Alors, si toi, tu ne connais pas du tout, comment je peux le dire? Oui, voilà. Le chamanisme, ce sont les hommes médecine d'antan. C'est-à-dire que ces hommes médecine-là, ils avaient la capacité de rentrer en communication avec des esprits. Et ces esprits-là pouvaient être les esprits d'animaux ou alors les esprits de végétaux. Alors, moi, l'expérience que j'ai partagée avec le chamanisme, entre autres, parce que si tu l'as vu sur mon site, je fais forcément référence à ça, c'était avec donc c'était en Amérique du Sud, au Pérou, avec des chamans péruviens de la tribu des Shipibo-Conibo. Et donc, eux, ils utilisent une plante. Ayahuasca. Une plante enseignante qui s'appelle l'ayahuasca, ouais. Donc, c'est un breuvage, en fait, qui est... T'en as essayé? Oui, j'ai fait l'expérience. Voilà, la première fois que je suis allé au Pérou, j'ai rencontré par hasard un chaman. Et donc, j'ai décidé d'expérimenter l'ayahuasca. Et là j'ai vécu une expérience qui était certainement dans le top 3 des expériences les plus puissantes que j'ai pu vivre de toute ma vie. Wow. Et c'est-à-dire que, moi je vais passer les détails parce que sinon ça pourrait être long, mais vraiment le message que j'ai eu, mais qui est au-delà d'un message en fait, c'était vraiment de l'ordre du ressenti parce que j'étais en train de vivre l'expérience. Donc déjà, le fait de vouloir décrire l'expérience, c'est comme si j'en sortais. Et là, c'était vraiment quelque chose que j'ai vécu intensément. Donc, on a fait la cérémonie. On est allé J'étais à Cusco. On est allé à quelques kilomètres de Cusco. Et avec le chaman qui s'appelait Jesus, qui a préparé tout ce qu'il fallait pour la cérémonie. Donc, je prends l'ayahuasca. Et à un moment, en fait, la solution était en train d'être active. C'est-à-dire que je ressentais vraiment dans mon corps qu'il y avait un mouvement, il y avait quelque chose qui se passait. Et au lieu d'avoir froid et d'être allongé sous des couvertures, en fait, j'avais vraiment envie de me lever et tout ça. Donc, Jesus, qui voyait ça, donc qui parlait espagnol et moi pas, il me dit, écoute, lève-toi et puis va dehors. Parce qu'on était dans un tout petit temple, en fait. C'était l'association de 4 pierres. C'était vraiment tout petit, quoi, une petite chambre, tu vois. Okay. Il me dit, va dehors. Et là, quand je suis sorti de ce temple, c'est là que j'ai eu cette révélation. Pour moi, j'avais l'impression de sortir de mon mental. Et du coup, l'information que j'ai reçue, mais j'y vais pas. En fait, au début de la cérémonie, je me suis dit que j'allais faire ça parce que ça allait me permettre d'avoir une ouverture d'esprit, donc un regard différent. Donc, je me suis dit, si je fais ça, ça va me permettre d'avoir des points de compréhension sur certains des schémas que je vis et sur moi, en fait, et puis peut-être sur la vie.
Donc, c'était ça l'idée. Donc, j'avais pas mal de questions au début de la cérémonie. Et lorsque je suis sorti de ce temple, eh bien, en fait, l'information que j'avais, c'était, tu vois, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de questions. Alors, ça peut paraître Ouais. complètement barré, mais en fait, c'est-à-dire que j'étais tellement intensément dans mes sensations du moment présent qu'effectivement, il y avait pas de réponse parce qu'il n'y avait pas de questions. Il y avait juste le fait d'être et de sentir tout ce qu'il y avait autour, en fait, tu vois. Donc là, je l'explique, mais à vivre, c'est quelque chose qui effectivement dépasse. Enfin, je ne sais pas trop comment le décrire, le truc, mais c'était vraiment ça, en fait. Ok. Il y a pas de réponse, il y a pas de question, il y a juste à être et à sentir, Ouais. il y a juste à sentir, tu vois, cet air frais, il y a juste à regarder la beauté de ces arbres, de cette fleur, le parfum, écouter, tu vois. Donc ça paraît complètement mystique et barré quand je me branche Non, là-dessus, non, mais je parce crois. que c'est pas forcément évident à comprendre, mais ça a été mon C'est, expérience. c'est- Pour moi, ça a été une révélation de fou, quoi. ok. C'est légal, l'ayahuasca en France? Ah On non, peut faire des cérémonies ça? non. Non? Ok. On est Bah, obligé d'aller en Amérique latine, quoi. ouais, jusqu'aux dernières nouvelles, je sais qu'en France, c'est pas autorisé, hein. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas possible, mais c'est à vos Ok. risques et périls, quoi. Mais après c'est à voir s'il y a des pays d'Europe qui l'autorisent, hein, parce que je sais c'est possible à droite et à gauche en Europe, hein. Mais ce que je sais, c'est qu'en France, Ok. c'est pas autorisé, c'est sûr. Ok. J'ai déjà regardé un documentaire par rapport à ça. C'est pour Ouais, cela je suis familier par rapport à l'ayahuasca et ce que ça fait. Et les gens, enfin, normalement, l'expérience qu'ils cherchent, c'est de comprendre ce qui se passe dans leur vie, en fait. Enfin, ça rejoint un peu ce que toi, ouais, tu voulais. Et rarement, ils ont la réponse qu'ils attendaient, je pense. On a souvent une réponse hors ce que tu disais ouais, tout à l'heure, le cercle que tu connais et la vie te donne des réponses un peu à l'extérieur, quoi. ouais. Euh, Tu le Ben ouais. conseilles, enfin, si quelqu'un te demande est-ce que je dois le faire ou pas? Non. Honnêtement, je ne peux pas me permettre de le conseiller parce que t'imagines là sur cette vidéo qui va être sur YouTube, si je dis oui, je ne sais pas qui c'est qui va le regarder. Non, mais je ne Ok, sais pas qui c'est qui va le regarder. Je ouais, ne sais ouais. pas s'il y a, pour moi, s'il y a une forme de, je vais poser le mot, hein, mais d'instabilité psychologique, je ne le conseille pas en fait. C'est dangereux, quoi. Ok, Parce que si tu veux, j'ai fait cette expérience ponctuellement, mais après, ça a été un truc tellement waouh, tellement puissant, tu vois, tellement au-delà des mots que je me suis dit, je vais y revenir l'année d'après pour pousser le bouchon. L'année ok. d'après, du coup, j'ai Tu es passé, parti une deuxième fois, du coup? ouais, Ok, je suis parti une deuxième fois. J'ai ouais. passé 18 jours dans un centre avec des chamans et j'ai fait une quinzaine de cérémonies, tu vois. Et en Wow. fait, donc Genre une par jour, quoi. ouais, c'était quasiment une par jour. Vers la fin, c'était une par jour. Au début, quasiment, on a fait une pause, peut-être deux pauses, et puis ensuite, il y a le propriétaire du centre, Guillermo Arevalo, qui est pas mal sollicité de façon internationale, je dirais, qui est revenu dans le centre, et du coup, il a fait en sorte qu'on fasse plus de cérémonies, donc il y en a eu à un moment donné tous les soirs. Et donc, moi, de mon expérience, ce que je sais, c'est que c'était vraiment très puissant. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de prise de conscience de pourquoi le mécanisme. Euh, j'ai connu des états de béatitude, tout ça, mais j'ai aussi connu des états où j'ai été vraiment confronté à mes peurs, en fait, tu vois, notamment la Ok. peur de la mort. La peur de la mort, ça a été quelque chose de tout à fait terrible, en fait. Je me suis. Ben, j'étais terrorisé, quoi. Pour moi, j'étais face à la mort et donc j'avais une trouille, mais colossale. Ok. Tu vois, j'avais l'impression de perdre pied, en fait. Et je me souviens bien que cette nuit-là, j'ai eu tellement peur de la mort que finalement, j'ai cru tomber dans la folie. Tellement mes peurs étaient fortes que mon côté raisonné n'avait pas été un Disparaît. poids pour contrebalancer le truc, tu vois. Donc pour moi, j'étais parti dans un engrenage
où j'avais perdu pied, mais complètement. Il y avait mes peurs qui me submergeaient à un tel point que je me suis dit, à un moment, je me suis dit, bah, écoute, Jocelyn, je pense que tu as pris le verre de trop, ou je pense que tu ne reviendras pas parce que, parce que tu es complètement submergé par. Pour moi, j'étais dans la folie, en fait, si tu veux. Ok, Mais ce qui est ok. marrant, c'est que, encore une fois, j'étais l'observateur de ce mécanisme-là. Donc finalement, je n'étais pas complètement Ouais. dans la folie. Mais pour traverser ces longues heures, parce que en fait, j'étais tellement dans la peur de la mort que je voyais en face de moi. Donc pour moi, je n'étais pas dans des chimères, j'étais vraiment dans le moment présent. Du coup, cette nuit, mais j'ai l'impression qu'elle a duré plusieurs jours, tu vois. Et pour moi, pour en sortir de cette nuit-là, je dirais que instinctivement, le truc, ça a été de, bon, là, voilà, cognitivement, j'arrive pas à contrebalancer le truc, à me raconter une histoire qui va faire que les peurs vont s'en aller, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais penser à l'amour. Et instinctivement, ce qui m'est venu, ça a été de penser au lien du sang, donc me raccrocher à mes frères, tu vois. Mes frères que j'aime, je me disais, bon, allez, Olivier, Stéphane, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Vraiment, c'était ça. Et en Ah, fait, cette espèce de tableau noir, c'est comme s'il y avait une toute petite poussière blanche, tu vois, un tout petit grain blanc qui pour moi était l'amour. Et le truc qu'il fallait que je fasse pour traverser cette espèce de désert chaotique, c'était de me concentrer sur ce petit point blanc qui pour moi était vraiment un symbole de l'amour. C'était la façon dont j'étais rattaché à mes frères. Et pour moi, c'était hyper logique. Et surtout, la seule option que j'avais, c'était pour traverser ça, raccorde-toi à l'amour. Et donc, bah, ça a duré, vraiment, ça m'a semblé durer hyper longtemps. Mais du coup, j'ai été dans une présence mais incroyable parce que je ne pouvais pas lâcher ce petit point blanc, quoi, tu vois. ouais. Ok, Et ok. voilà, finalement, j'ai fini par traverser le truc. Et le jour qui a suivi, je me suis réconcilié un peu avec mon corps dans le sens où je l'ai reconnecté, recontacté. Et je sentais vraiment que mon corps, c'était une forteresse, un temple auquel je pouvais faire confiance, que je pouvais remercier. Et c'était vraiment un espace qui m'appartenait, dans lequel je pouvais dire non à toute influence extérieure qui aurait pu venir pour me parasiter, tu vois. Hmm, ok, Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai gardé, en fait. très bien. Tu parles de la méthode EIRI. Que peux-tu nous dire? Alors, EIRI, ça te parle? ouais, bah oui, oui, ça me parle. La méthode EIRI, c'est une méthode qui est. En fait, c'est un stage que j'ai donné à plusieurs reprises, qui est, on va dire, une approche pour développer son intuition. Alors, c'est pas moi qui étais à Ok, l'origine de cette méthode-là, et la ok, personne qui l'avait conçue, eh ben, je me suis dissocié d'elle. En fait, je ne travaille plus avec elle. Donc, la méthode EIRI, ce n'est plus un stage que je vais donner. ok. En revanche, c'était une méthode qui permettait voilà, de travailler sur l'intuition, donc de revenir au corps, ce que ça veut dire écoute, instinct, ressenti, intuition. Donc, c'était vraiment voilà, des outils, une pratique qui permettent de ramener notre intention au corps pour prendre conscience du fait que en fait, notre corps il nous délivre des informations et que plus on est Hmm, connecté à notre corps, plus on est connecté à notre intuition. ok. Et du coup, c'est quoi tes conseils pour retrouver sa voie dans la vie et se reconnecter avec soi? Bah, il pourrait y en avoir plusieurs. Moi, Vas-y. ouais, je dirais tout d'abord que bah, il faut en avoir réellement envie. Donc, il faut poser un choix clair, tu vois, au début, de se Ok. dire que voilà, j'ai vraiment envie de faire le choix de moi, le choix de mon épanouissement et tout ça. À partir du moment où le choix il est posé, on pourrait dire que c'est basé sur une réelle motivation, un réel désir d'aller dans cette voie-là. Donc, ça pourrait être ensuite de passer une période où on serait inspiré par des livres ou alors par des vidéos de personnes, tu vois, qui donnent bah, des bons conseils, des bons conseils, des bonnes pistes pour se reconnecter à soi, pour s'aimer plus. Ça peut aussi passer par le fait de faire un point sur notre situation et de se dire, bon, ben, moi j'ai envie de prendre cette direction-là. Donc, qu'est-ce qui m'aide à y aller et qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Et toujours pareil, en fait, le fait de faire un bilan, ça va, comment dire, engager notre capacité à poser des choix et à se dire, ben voilà, si ça m'empêche d'y aller, eh ben, je décide de l'écarter. Tu vois. Donc, ça Hmm, peut être éventuellement
de faire le choix de côtoyer des personnes un petit peu moins souvent qu'auparavant, justement, pour se sentir Ok. dans un cocon, dans un univers optimisé pour tendre vers ce vers quoi on a envie de tendre, en fait. Tu vois. Mais je pense la problématique, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, ce que je parle de moi-même peut-être, c'est que on ne sait pas vers quoi on a envie de se tendre. Surtout à jeune âge, il faut faire tous les choix de sa vie aujourd'hui vers 18 ans, 25 ans, quand on démarre notre carrière ou machin, ou quand on entre à l'université. Et c'est pas forcément, on sait pas. Enfin, vers quoi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. J'ai jamais travaillé, je sais pas à quoi ça va ressembler. J'ai jamais fait ça. En fait, c'est pas la question. Une fois qu'on retrouve ce qu'on a envie de faire, je pense que ça devient beaucoup plus facile. Mais trouver ce truc-là, c'est la partie qui est la plus difficile, non? Ah ben, je dirais à la fois oui et non. En fait, je dirais que peut-être que c'est pas forcément évident, mais en même temps, c'est ça qui est génial, quoi. Parce que t'imagines, si, C'est-à-dire, si dès ton plus jeune âge, tout était tracé, ce j'ai serait, jamais pensé à ça comme ça. ce serait Ouais, bof, quoi, quand même. En fait, le fait de pas ça n'a plus de sens, savoir, quoi. ben ouais, le fait de pas savoir ce qui me plaît, ben c'est génial. C'est-à-dire que je peux goûter à tout. Et à partir du moment où je goûte à tout, je deviens curieux, je commence à aimer la vie, je deviens curieux, donc je me renseigne sur des trucs et je me dis, tiens, comment ça me parle ça? Tiens, ben ça me parle, ben je vais essayer. Et finalement, il y a forcément un moment où tu vis des expériences, où tu sens que même à un niveau cellulaire, en fait, tout ton corps, il a dit, mais ouais, attends, là, tu t'es régalé, c'était le kiff, quoi, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est génial finalement, enfin, de se dire, je ne sais pas où aller, parce que du coup, toutes les directions sont possibles. Et donc, ça Hmm. permet d'expérimenter dans plein de directions, jusqu'à un moment où, et je pense que régulièrement, c'est bien de le faire un petit point et se dire, bon, voilà, de toutes ces expériences, qu'est-ce que j'en ai tiré, qu'est-ce qui m'a plu, dans quoi j'ai vraiment pris du plaisir et dans quoi j'en ai moins pris. Tu vois. Et de toute façon, je pense que c'est en passant par l'expérience qu'on valide les choses, quoi, tu vois. Moi, quand j'étais gamin, j'étais sûr que si je jouais au foot, je serais une bête, quoi. J'ai joué au foot, bon, bah, j'étais pas super, hein, j'étais pas un très bon joueur, tu vois, mais voilà. Mais si jamais j'étais pas passé par l'expérience, j'aurais pu cultiver toute ma vie l'idée que si j'avais pu jouer au foot, j'aurais été une bête, tu vois. Hmm. Et c'est parce que je suis passé par expérience que je me suis dit, bah voilà, effectivement, j'y prends du plaisir, mais peut-être que c'est autre chose qui va me plaire. Ok, Donc pour moi, ouais, il y a plein de réponses qui naissent du fait de passer par l'expérience. très bien. C'est mon conseil normalement. Euh, Du coup, tu parlais durant ta réponse des livres, de lire des livres et de s'intéresser à des personnes. Parle-moi ton meilleur livre que tu as lu, que ce soit en développement personnel ou en outre. Et c'est qui les personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui? Waouh! Alors, des livres qui m'ont beaucoup plu, ouais, il y en a plusieurs, hein. Ouais, Celui qui m'a plu, c'était celui d'Eckhart Tolle, tu sais, sur le pouvoir du moment présent. ok. C'est lui justement qui m'a aidé à comprendre le phénomène d'identification au mental, donc le fait de croire qu'on est nos pensées. Ce livre-là est chouette. Après, il y a le Comment il livre s'appelle, pardon? Le pouvoir du moment présent. Ok, ok, Et, ok. Je le note. Ok, ouais, et si tu veux, je t'écrirai ça le, marche. le nom de l'auteur, parce que l'orthographe est assez particulière, même le prénom avec un. Ok, Et voilà. Après, il y a eu aussi Voir de Carlos Castaneda. Il y a un bouquin que j'ai trouvé très intéressant qui relate aussi d'une approche, on va dire, chamanique. ok, Et puis, ouais, donc il y en a énormément, hein. Mais là, il y a un bouquin qui m'a beaucoup, beaucoup plu, qui s'appelle La voix du sentir, qui a été écrit par Robert Emery et qui reprend en fait des tranches de vie de Robert Emery avec Louis Sanda, qui est une forme de chaman contemporain, artiste peintre, enfin, tu sais, le genre de gars alternatif ok. qui a eu une histoire de vie très colorée, tout à fait passionnante même.
et qui finalement est un chaman sans être un chaman. C'est-à-dire il l'est par nature. C'est comme le médecin malgré lui, lui est chaman malgré lui. Ok. Mais il ne considère pas qu'il l'est. Et je trouve aussi cette approche intéressante parce que du coup, quand on dit que quelqu'un est chaman, que quelqu'un est comme si, on l'enferme dans une boîte. Et lui, il s'autorise la liberté d'être bien autre chose, quoi, tu vois. Tout ce qu'il veut. Ok. Exactement. Et dans ce bouquin est super intéressant parce qu'on voit des propos mis en avant par Louis Sanza, donc qui correspondent vraiment à, je trouve, à aborder la vie de façon toujours un petit peu plus large. C'est Ok. vraiment un regard un peu alternatif. Et puis à la fin de plusieurs chapitres, il y a des exercices pratiques pour justement revenir au corps et travailler notre côté, on pourrait dire, intuitif, quoi. Donc ça, c'est Ok. vraiment un bouquin que je recommande et je l'ai même déjà... D'ailleurs, les deux bouquins que je viens de citer, c'est marrant. Ce sont les deux bouquins que j'ai offerts à plusieurs reprises à des personnes que j'apprécie beaucoup. Parce que pour moi, Ok. c'est vraiment un beau cadeau. Alors pour la J'ai personne... pas encore reçu ma copie d'ailleurs, hein. Ah ouais, je te connais depuis peu. Non, je rigole. Du coup, c'est quoi tes prochains projets, événements, et comment les gens peuvent suivre ton activité? Ah, bah, les gens ils peuvent me suivre sur Instagram, hein, sur le Ok. compte Jocelyn Huet, sur Facebook aussi, Jocelyn Huet. Il y a mon site internet voyageverssoi.com où je suis en train de, bah, comme je disais en fait en début de session, que je suis vraiment en train de redéfinir les choses de telle manière à laisser mon authenticité, mon identité s'exprimer à travers ça. Donc les choses nouvelles qui vont venir, bon, il va y avoir des vidéos sur ma chaîne YouTube parce que j'ai aussi une chaîne YouTube. Ok. Ça va être, je suis en train de travailler sur une formule. Alors je ne sais pas encore si je vais appeler ça un programme ou alors un cursus où je vais faire intervenir les différents outils que j'ai dans ma boîte pour aider les personnes à travailler sur le fait de grandir en conscience ou de travailler sur des thématiques spécifiques et de grandir en conscience, à Ok. la fois de façon individuelle, c'est-à-dire il y aura des sessions one-to-one, et puis certainement qu'il y aura des sessions aussi en groupe, afin que chacun, à des moments donnés, puisse se retrouver pour échanger de ses ressentis, de son évolution, pour que les uns s'inspirent, euh, que les uns et les autres s'inspirent, quoi. Tu vois. Donc un Ok. travail voilà, qui fait vraiment intervenir toutes les cordes de mon arc et qui permet de créer du lien Avec les autres. dans un groupe de personnes, quoi. Ça, c'est quelque Ok. chose qui me tient vraiment à cœur. Très bien. J'aimerais bien faire partie. Ah ben écoute, Euh, hein. Sur Instagram, top. je vais me lancer même sur mon site. Voilà. Mais ouais, ce sera avec Ça plaisir, marche. hein. C'est cool. Hein. Magnifique. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Tu fais ce que tu as envie de dire. Ouais, ben, le mot de la fin, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ouais, si, ce qui me vient là spontanément, c'est qu'actuellement, on vit une période où, avec ces restrictions sanitaires, on va dire que il y a des personnes qui sont pour le port du masque, il y a des personnes qui sont contre le port du masque, il y a des personnes qui crient au complot, il y a des personnes qui ne crient pas au complot. Hmm. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que je comprends que chacun pense ce qu'il pense, puisque chacun vit sa vérité. Donc, Ouais. si je me mets à la place de quelqu'un qui pense différemment de moi et je rentre vraiment dans son univers, pour moi, sa vérité devient la mienne, en fait. Il n'y a personne qui a plus raison que l'autre. Hmm. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il n'y ait pas de jugement trop fort, en fait, qui se fasse des uns sur les autres et qu'il n'y ait pas ce phénomène de scission, de critique, et qu'il n'y ait pas de clans distincts, en fait, qui se mettent en place, parce que si on commence à se diviser les uns les autres, bah, c'est un peu, je pense pas que ce soit la bonne option, quoi. Donc peut-être bien Hmm. que c'est une bonne opportunité finalement d'accepter le jugement des autres plutôt que de s'enfermer dans le fait que moi j'ai plus raison que l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du fond, de l'origine de ce virus, ne perdons pas, enfin, restons fraternels, restons solidaires, quoi, en fait. Voilà. Ouais. On est tous différents les uns des autres
Et vraiment, c'est quelque chose qui est important à respecter. Et je pense que si on reste dans un lien comme ça, où j'accepte ta différence, tu pourras plus facilement accepter la mienne. Et si on rentre dans cette énergie-là, on va rentrer dans une énergie de solidarité, on va plus avoir envie d'aller vers l'autre, moins avoir l'impression forcément d'être critiqué ou jugé par l'autre. Et donc, on va davantage rentrer dans un système qui sera fraternel, où on a envie de prêter attention à l'autre, de s'en occuper, de lui apporter quelque chose. Et Mm. peut-être qu'à un moment, dans les lotissements, on pourra faire en sorte que ces murs de parpaing qu'on a levés, on pourra les briser, tu vois, parce qu'on aura plus envie de partager avec son voisin que de s'en méfier, en fait. Mm. Ok, magnifique. Je te remercie, Jocelyn, pour cet Bien. échange et Merci. pour le temps qu'on a passé ensemble.